Pardon. Bonjour, donc enfin rebonjour. Je suis donc toujours Thomas Larin et je vais vous présenter donc, les travaux faits par un autre doctorant donc, qui lui est toujours en thèse au laboratoire, un travail toujours encadré par Frédéric Duprat mais aussi par Géraldine Cazot-Ginesté. Et donc cette fois-ci on s'intéresse à l'étape d'après, donc cette fois-ci la croissance des produits de corrosion. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, ce dont j'ai parlé dans la précédente présentation, c'est la phase de dépassivation, ne nous emballons pas, bon, c'est pas grave, qui correspond à la pénétration du dioxyde de carbone de l'atmosphère dans la matrice cimentaire avec une altération chimique progressive qui finit par atteindre l'armature, ce qui rend possible la corrosion. Et donc en fait la première ligne là c'est uniquement ce dont on a parlé dans la première présentation. Et donc maintenant je vais m'intéresser à ce qui se passe après, c'est-à-dire qu'on a toujours notre béton poreux en interaction avec l'environnement. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est l'état hydrique de ce béton d'enrobage et la pénétration de l'oxygène extérieur. Puisque lorsque vous avez de l'eau et de l'oxygène à l'interface acier-béton, eh ben, vous allez pouvoir avoir une magnifique réaction de corrosion avec donc, formation de produits de corrosion qui ont pour principale conséquence douloureuse d'être gonflants. C'est qui va introduire des contraintes de traction dans le béton d'enrobage jusqu'à fissuration du matériau. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est justement cette croissance des produits de corrosion. Donc là encore, je vais commencer par présenter la modélisation qu'on a développée pour cette pathologie. Donc le premier point, c'est alimenter l'interface en eau et en oxygène. Donc on se retrouve encore avec des équations de transfert donc pour le béton d'enrobage, donc écrites pour l'eau et l'oxygène. Alors ces équations-là en fait sont plus simples que celles traitées précédemment parce que cette fois-ci on fait l'hypothèse que le béton est déjà carbonaté. Donc là en fait on est sur des équations de transfert non réactives dans le béton. Il n'y a pas d'interaction entre l'oxygène et la matrice cimentaire du béton. Par contre, la complexité, elle est au niveau de ce qui se passe justement au niveau de l'armature, donc à l'interface acier-béton. Donc, je vais vous faire un petit peu l'historique. L'oxygène arrive sur l'acier sain, donc qui est sur le schéma, est complètement à gauche ici. On a réduction de l'oxygène et oxydation du fer de l'acier d'armature. On va former une première génération d'oxydes qui sont des oxydes instables, donc on va appeler les oxydes instables, qui sont amorphes, qui sont non cristallisés, qui se présente un petit peu sous une forme de gel. Éventuellement, ce gel peut diffuser dans la porosité du béton et ça va former ce qu'on appelle un milieu transformé, donc qui est une matrice cimentaire dont la porosité est remplie de produits de corrosion non cristallisés. Et ces oxydes instables, en fait, ils vont à nouveau réagir avec l'oxygène qui diffuse à travers eux pour former des oxydes stables. Donc en fait, vous avez une oxydation de ces oxydes avec captation de molécules d'eau pour former des oxydes donc qui, eux, après, sont cristallisés, sont inertes, sont beaucoup plus rigides et se fixent de façon, entre guillemets, définitive à l'interface, enfin, autour de l'armature. Et donc, nous, ce qu'on modélise, c'est justement le transfert réactif de l'oxygène à travers ces deux couches d'oxydes, stables et instables, pour déterminer la quantité d'oxygène, notamment, par exemple, qui arrive jusqu'à l'armature pour la première réduction de l'oxygène. À partir de ces flux, de ces transferts d'oxygène, on calcule en fait le flux d'oxygène consommé pour chacune des deux phases, les oxydes stables et les oxydes instables. Et à partir de ces flux, on détermine enfin, et c'est ça qui nous intéresse principalement, les croissances de chacune des couches d'oxydes, les oxydes stables et les oxydes instables. Chacune de ces couches ayant des propriétés mécaniques différentes et mettant en charge le béton d'enrobage. Donc c'est ce qu'on calcule ensuite. C'est-à-dire que là, vous avez une représentation de maillage en deux dimensions, donc qui représente une espèce de coin de poutre avec l'armature qui est ici, donc le béton d'enrobage autour. Donc on calcule la diffusion à travers le béton d'enrobage jusqu'à l'armature. Et la donnée de chargement mécanique de ce calcul, c'est l'épaisseur des produits de corrosion qu'on met comme input du calcul mécanique. C'est avec des éléments joints à l'interface qui gonflent et donc qui mettent le béton en chargement. Donc là, vous avez des illustrations des cinétiques de croissance des produits de corrosion. Et pour le comportement mécanique du béton, dans un premier temps, on ne se fatigue pas, on prend un comportement élastique, tout ce qu'il y a de plus simple, puisqu'on s'intéresse de toute façon à ce qui se passe avant la fissuration, et on se donne comme quantité d'intérêt la contrainte principale maximale en traction du béton.
Et le problème de ce modèle-là, c'est qu'en fait, il y a quand même énormément d'incertitudes, notamment au niveau de ce qui se passe dans les deux couches d'oxyde, stable et instable. Et l'autre question à nous, c'était notamment sachant que les oxydes instables sont très peu rigides par rapport aux oxydes stables. Est-ce que si on s'intéresse juste à une contrainte de croissance, de traction dans le béton, est-ce qu'on a vraiment besoin de modéliser autant en détail les croissances des couches stables et instables dans le béton? Donc c'est pour répondre à cette question-là qu'on a fait une analyse de sensibilité donc par criblage de Morris. Pour regarder l'effet de la croissance de chacune des couches d'oxyde sur le comportement mécanique du béton d'enrobage. Encore une fois, avec une hypothèse très très simple sur le comportement mécanique. Donc voilà les grandeurs physiques qu'on a retenues pour l'analyse de sensibilité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on retrouve notamment des propriétés de transfert et de réaction de l'oxygène dans les deux couches d'oxyde. Et là, je vais pouvoir un petit peu revenir sur la façon dont on a mis en œuvre la méthode de Morris, puisque en fait, le problème de la méthode de Morris, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était basé sur un certain nombre de trajectoires. Et ici, la question qui se pose, c'est de combien j'ai besoin de trajectoires pour pouvoir faire confiance à mon résultat. Et donc en fait, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a fait des panels de trajectoires, donc des groupes de 30 trajectoires à chaque fois, et regardez les conséquences qu'on avait. Donc ce que vous avez dans la colonne de gauche ici, ce sont des résultats obtenus pour à chaque fois 30 trajectoires différentes. Et on voit que sur cette base-là, d'un panel à l'autre, mes conclusions vont différer sur les paramètres que je vais retenir de l'analyse de sensibilité. Donc ensuite, on a regroupé ces panels pour faire des panels plus importants. Donc c'est ce que vous avez dans la colonne de droite avec des panels de 60 trajectoires. Et cette fois-ci, même si les écarts-types et les valeurs moyennes des effets élémentaires ne sont pas les mêmes, par contre, la conclusion de l'analyse de sensibilité, c'est-à-dire quels sont les paramètres que je retiens, sont toujours les mêmes. Et donc là, en fait, on se dit, à partir de 60 trajectoires, je peux conserver mes conclusions, donc je vais m'arrêter là et je ne vais plus calculer de trajectoires supplémentaires. Et donc vous avez la synthèse de l'analyse qui sort ici, et en fait, on voit qu'on a besoin de 3 paramètres parmi tous ceux qu'on avait retenus en entrée. Donc c'est suffisant, mais par contre, le point négatif pour nous, c'est qu'en fait, ces paramètres sont relatifs aux 2 couches d'oxyde, puisqu'on retrouve la cinétique de réduction à l'armature. Donc là, c'est vraiment l'oxydation du fer sain de l'armature. On a la porosité des oxydes instables, donc c'est la nécessité de modéliser la couche des oxydes instables parce que l'épaisseur et la cinétique de diffusion à travers cette couche-là va conditionner l'alimentation en oxygène de l'armature. Et les caractéristiques mécaniques, notamment la rigidité de la couche des oxydes stables, parce que c'est elle qui met en chargement le système. Donc ça, c'est une première étude qui nous permet quand même de réduire un petit peu le nombre de paramètres qu'on va continuer à étudier par la suite pour cette modélisation de la croissance des produits de corrosion. Mais après, on a encore, on veut aller plus loin, notamment ça, c'est comme un zoom en fait sur une partie de la phénoménologie. Et après, on veut aller regarder ce qui se passe quand on intègre un comportement un peu plus réaliste pour le comportement mécanique du béton d'enrobage, notamment en considérant le fluage. Lorsqu'on met de la... Et à terme, on voudra aussi coupler avec la phase d'initiation de la corrosion, qui est celle dont j'ai parlé dans la présentation précédente. Mais ça, comme je vous le dis, pas là. On verra peut-être dans 2 ans.